Salut à tous et bienvenue dans la 39e émission du podcast Hors-jeu Capital. Double dose de plaisir cette semaine, parce qu'on s'est déjà retrouvé lundi. On avait fait l'intégrale de l'interview de Leonardo accordée au JDD avec monsieur Olivier Talaron. Cette semaine, on a un nouvel invité avec nous pour le deuxième podcast. On va revenir sur les années Cavani, on va parler de ce qu'a décidé l'UEFA pour la Ligue des Champions. Mais avant de vous parler du sommaire, donc, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne. Alors d'abord, les fidèles parmi les fidèles, Mousse et Yacine qui sont avec nous. Ça va les gars ? Salut Hugo, salut tout le monde, ça va très bien, merci. Yacine également. Merci, ouais, ça va. Avec un Pokémon derrière que les gens qui regardent adorent commenter. Ça fait parler. Exactement. Et notre invité pour ce deuxième podcast de la semaine, ça nous fait très plaisir de l'avoir avec nous. Alors, vous l'avez déjà vu, il a déjà accordé une interview pour Paris United sur la chaîne YouTube. C'était d'abord avec Mousse et donc avec Geoffroy. Bonjour, Geoffroy Garretier, consultant sur Canal+, évidemment, pour le Light Football Club et bien d'autres émissions encore avec qui j'ai le plaisir de travailler. Un grand plaisir de t'avoir avec nous, Geoffroy. Salut Hugo, merci, plaisir partagé. Salut Mousse, salut Yacine. On se retrouve Mousse un an après presque. Exactement, c'est ça. J'avais eu l'honneur d'être invité par vous, je t'aurais dit, en fin de saison dernière. C'est ça, exactement. Voilà. Mais la différence, c'est que c'était une vraie saison et non pas une saison tronquée comme celle que nous connaissons. Mais bon, ça c'est un détail. En tout cas, ravi de te retrouver sur notre podcast et merci d'avoir accepté notre invitation, Geoffroy. Ouais. Et d'ailleurs, on a un beau programme sur lequel on va parler aujourd'hui, parce qu'on avait fait une émission sur les 8 années de Thiago Silva au Paris Saint-Germain la semaine dernière. Là, on va en faire une sur Edinson Cavani, donc qui sera au même titre que Thiago Silva, qui ne sera pas prolongé par le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Donc, ce sera l'occasion de se replonger dans ces 7 années au PSG. On passera ensuite sur du mercato avec un article que Yacine a sorti sur le site de Paris United avec les pistes en défense, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en va entre Kurzawa, Meunier, Thiago Silva et donc maintenant Tanguy Kouassi. Il va falloir recruter quand même quelques joueurs derrière. Et on terminera avec le Final 8 décidé par l'UEFA donc pour terminer la Ligue des Champions en août. C'est le comité exécutif de l'UEFA qui a détaillé le plan. On en parlera tout à l'heure. Et je sais que c'est des questions que adore parler Geoffroy. Les questions sur la Ligue des Champions et concoctées par l'UEFA. Donc on aura son analyse et son expertise dessus. On va donc commencer, comme je vous le disais, par Edinson Cavani, donc, qui ne sera pas prolongé par Leonardo, donc il l'a confirmé dans l'interview accordée au JDD dimanche dernier. Alors déjà, petite question, Geoffroy, pour commencer, parce qu'on en a parlé avec Mousse et Yacine. Est-ce que pour toi, c'était la bonne année pour tourner la page avec des anciens comme Thiago Silva et donc pour Edinson Cavani pour cette saison? Oui, c'était tout à fait la bonne année. Je vais commencer par le plus récent. Et en même temps, peut-être le plus important, c'est le facteur économique. Vous savez qu'à cause du Covid, et même si le club a des fonds, les fonds qataris derrière et une position solide, Paris va perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On estime à près de 200 millions d'euros les pertes dues au fait que la saison était tronquée, que du coup les droits télé n'aient pas été versés dans l'intégralité, que des très gros contrats que Paris avait signés l'année dernière, ou en tout cas qui étaient rentrés en vigueur l'année dernière, ne seront pas entièrement honorés du coup. Donc Paris va perdre de l'argent. Cet argent, il faut le rattraper. Même si le fair play financier sera assoupli provisoirement, cet argent, il faut quelque part le trouver quelque part. Il faut le trouver. Et donc quand vous avez deux joueurs qui sont Edinson Cavani et qui sont Thiago Silva, qui ont respectivement presque 36 ans, et déjà 33 ans, et qui, à eux deux, vous coûtent en salaire quasiment 30 millions d'euros, il est logique d'aller voir ailleurs. C'est logique. Ouais. Et ensuite donc j'ai parlé des motifs économiques, j'ai parlé de l'âge des deux joueurs. On a bien vu quand même que Cavani, il était un peu en bout de course, ne serait-ce que physiquement. Et puis Paris a préparé l'avenir avec Icardi. Et Thiago Silva, il restera toujours, même si c'est au monstro, même s'il est formidable, il restera toujours un doute sur sa capacité à être présent dans les très 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 grands rendez-vous. Voilà. Et moi je crois que oui, c'était le moment de dire au revoir. Et merci évidemment, un grand merci pour ces deux grands joueurs qui ont contribué largement à faire passer un cap au PSG. Voilà. Mais le cap suprême, celui qu'on attend, je pense, que vous attendez, Paris United, que j'attends en tant qu'observateur très attentif, et que tous les fans attendent, c'est d'aller plus loin en Ligue des Champions. Voilà. Alors, peut-être qu'ils vont donner un coup de main contractuel,
et qu'ils participeront aux 3 derniers matchs, si possible. Voilà. Mais pour les saisons qui suivent, je pense que Paris doit aller voir ailleurs. Eh ben, en tout cas, tu le disais, Geoffroy, il faut leur dire merci. Et c'est l'occasion dans ce podcast donc de dire merci à Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts. On va revenir sur les circonstances de son arrivée. Il arrive en 2013 donc au PSG pour 64 millions d'euros à Naples. De Naples, c'est une énorme somme quand il arrive quand même, surtout c'est le plus gros transfert de la Ligue 1. Il arrive après avoir fait 3 saisons pleines à Naples, Yacine. Il arrive dans la stature, on lui vend un peu un plan de jeu avec un 4-4-2 avec Ibrahimovic, mais au final, Laurent Blanc ne veut pas toucher à son milieu de terrain à 3 avec Thiago Motta, Verratti, Matuidi, et donc il va se retrouver à être déporté sur l'aile, en fait, dans ses premières années au PSG. Et ça fait partie de l'histoire de Cavani au PSG. En fait, le truc, c'est que le début de saison, les 2 ou 3 premiers matchs, Paris joue en 4-4-2. Et c'est à un moment donné que Laurent Blanc installe, je crois, c'est à Nantes, installe le milieu à 3 avec Matuidi, Motta, Verratti, et c'est là qu'il commence à être décalé. Je crois que son premier match contre Ajaccio, il joue avec Zlatan dans l'axe. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'il attendait, c'est pas ce qu'on lui avait vendu. Et en fait, c'est un peu bizarre parce qu'il est performant. En plus, il apporte beaucoup dans le travail, dans les efforts. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu pas contre nature parce qu'il faut savoir qu'il a aussi joué comme ça en équipe d'Uruguay. Mais qu'il y a quelque chose qui est une petite déception du fait qu'on lui ait pas réellement vendu. Mais malgré tout, il fait les efforts et le jeu du PSG se met en place. Donc, quelque part aussi, il ne peut pas non plus revendiquer autre chose. Mousse, toi, comment on se replonge donc dans l'année 2013 quand il arrive avec Laurent Blanc en tant qu'entraîneur. Quelle est ta réaction quand il arrive, Edinson Cavani, ses premiers matchs? On se dit quand même, pas tout le monde le connaît personnellement, on va dire, parce qu'il est arrivé à Palerme tranquillement, il a marqué ses buts, il arrive ensuite à Naples où il explose un peu plus, et là il commence à être courtisé et le PSG rafle la mise. Comment toi tu l'as perçu quand il est arrivé au Paris Saint-Germain? Moi j'étais satisfait par ce recrutement, même si au moment où ça s'est fait, je me suis évidemment posé la question comment le coach allait articuler tout ça, et notamment la complicité entre, comme l'a si bien dit Yacine, entre Ibrahimovic et Cavani. Donc finalement, comme l'a dit Yacine aussi, on s'est retrouvé avec un milieu à 3 assez rapidement, et vu le prix qu'on avait payé Cavani, on ne pouvait pas non plus le laisser sur le banc. Donc la meilleure solution, c'était effectivement de le déporter sur les côtés gauche. Après, Cavani, jusqu'au départ d'Ibrahimovic, c'est-à-dire à l'issue de la saison 2015-2016, ce qu'il a fait au poste où il évoluait, pour moi, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire réussir à mettre plus de 20 buts chaque saison avec un monstre comme Ibrahimovic qui jouait lui en pointe, même s'il décrochait beaucoup, ce qui permettait parfois à Cavani de le remplacer un petit peu dans l'axe. Donc je trouve que déjà sur les 3 premières saisons avec un monstre comme Ibrahimovic, ce qu'il a démontré, c'est extraordinaire. Et en plus, il ne faut pas oublier l'abattage défensif qu'il a amené les 3 premières saisons lorsqu'il a joué sur un côté gauche, même si derrière il y avait Maxwell, c'était quand même cool, mais quand même il fallait le faire. Donc plutôt satisfait de l'arrivée de Cavani. Après on parlera un peu de ses défauts, etc. Mais oui, très très grand joueur, très bon choix à l'époque, même si quand on a vu comment jouer le PSG avec la grosse possession, on peut se dire que c'est un peu l'intrus de l'effectif. C'est marrant parce que moi, je me rappelle plutôt de Cavani à droite. Tu vois, donc, comme quoi les souvenirs se floutent avec le temps. Il me semblait qu'à ses débuts, c'était Lavezzi côté gauche et Cavani. Ils ont dû permuter, je pense. Ouais, moi j'ai souvenir de Cavani à gauche, moi qui rentrait souvent dans l'axe à ce poste-là. Mais juste en fait, c'est que en fait, plus le temps avançait et plus il est parti à gauche. Et c'est une erreur que beaucoup de monde fait, c'est-à-dire qu'on retient les années les plus proches. Mais avec Laurent Blanc, vous pouvez regarder, sur 90% des matchs, il joue à droite. C'est ça. Et en équipe d'Uruguay aussi, il joue à droite. Merci. Donc, après, quand Emery arrive... J'ai beau avoir plus de 50 ans, ma mémoire ne me trahit pas. non, mais c'est vrai. Et c'est quand Emery arrive, et en fait, on retient un peu les années plus proches parce que Emery l'a décalé, que c'est les derniers matchs. Mais en fait, au départ, avec Laurent Blanc, il joue à droite. Mais la première saison d'Emery, il est seul en pointe. Puisque c'est juste après le départ de Ah oui, c'est le numéro 9. Donc en fait, il est à droite avec Blanc, il est en pointe au début d'Emery, et ensuite, il se met là où on lui se mettre, où il peut, avec l'arrivée de Kylian, de Ney et compagnie.
Mais c'est vrai que dans la conscience des gens, un peu comme Hugo, moi sur la feuille de match, j'étais persuadé qu'il était placé à gauche, mais on le voyait tellement prendre le couloir à gauche. Donc ouais, non, c'est surprenant, c'est vrai. Je voulais vous faire réagir avant qu'on passe aux années 2016, donc quand Laurent Blanc s'en va et Unai Emery arrive et que là il s'épanouit vraiment pleinement dans le poste numéro 9. Il fait une déclaration à l'équipe donc sur ce poste où il est un peu où il n'a pas l'habitude de jouer en tant qu'ailier, où ça commence un peu à le peser d'être constamment exilé sur l'aile gauche ou l'aile droite. Alors je vous cite Edinson Cavani: pour un attaquant habitué à concourir les actions, ce n'est pas facile, c'est vrai, et avec le temps ça commence à être pesant. On a l'impression, Geoffroy, quand même, que dans ces années-là, même si on le sait, on va dire, ça résume un peu Cavani au PSG, c'est qu'il a mis son amertume de côté pour se mettre au service du collectif. Et c'est aussi pour ça qu'il a fini par peut-être obtenir ce poste de numéro 9 et qu'il n'a pas lâché. Il a fini par avoir ce poste de numéro 9 quand Laurent Blanc est parti et que Unai Emery est arrivé. Non, moi je dirais que c'est pour ça qu'il a obtenu la reconnaissance éternelle du public du Parc. Oui, pour son attitude, pour sa rectitude, pour son désintéressement et son sens du sacrifice. Voilà. C'est en cela qu'il aura toujours une place à part dans le cœur des fans du PSG. Parce que, je vais te dire, Cavani, c'est presque pour moi l'histoire d'un malentendu. Alors c'est un malentendu à 200 buts, c'est un malentendu de 7 ans, mais rappelez-vous son premier match. Tout à l'heure, tu l'as cité, Yacine, contre Ajaccio au Parc des Princes. J'y étais à ce match. Vous vous rappelez, il y a un but très rapide, je crois que c'est Pedretti qui marque pour Ajaccio, et Paris a 500 occasions, je ne sais plus combien de tirs cadrés, on est à 30. Oui, c'était Ochoa. Exactement, Ochoa dans les buts. 50, et Cavani va marquer le but de l'égalisation. Une frappe enroulée du gauche en lucarne, là, à l'entrée de la surface. Et là, je me dis, oh putain, on est parti pour faire un truc fantastique avec lui. Et en fait, les difficultés vont venir très rapidement. Vous l'avez dit, la première difficulté, c'est que Laurent Blanc le décale pour faire la place nette à Ibra et pour mettre en place son jeu à 3 au milieu, avec Mota en distributeur, Verratti et Matuidi. La deuxième difficulté, c'est que lui-même, à un moment, doit s'habituer à son nouveau club et à ses attentes, et on va le critiquer. On va critiquer notamment ses fautes techniques, ses ratés. Il y a cette histoire assez rapidement également de son malaise, son mal-être avec sa femme, sur sa séparation. Il part en Uruguay, il revient, il n'est pas bien. Enfin bon, voilà. C'est Ibra qui décide d'une sanction contre Lavezzi et Cavani. En gros, ils font une réunion dans le vestiaire entre Matuidi, Mota, Ibrahimovic. Pour les mettre à l'amende. Silva, je crois, qui était capitaine, voilà, pour mettre à l'amende. Mais je crois que ça concernait surtout Cavani, d'ailleurs, plutôt que Lavezzi. Exactement. Parce que Lavezzi étant proche d'Ibra, voilà. Voilà. Et si tu veux, pendant très longtemps, rappelez-vous, la première saison, France Foot sort un numéro avec en une l'homme qui ne valait pas 64 millions. Oui. Et Cavani, en fait, les 2 premières saisons, il y a le match retour à Stamford Bridge, où il rate... les autres 15 qui ratent. Paris doit se qualifier ce jour-là, il en rate beaucoup. Donc j'ai envie de dire, le règne, le passage de Laurent Blanc, c'est un passage clair-obscur pour Cavani. Et bizarrement, au début où Emery arrive, il y a encore des doutes sur lui. Les premiers matchs, il y a un match à Monaco où il n'est pas très bon, un match contre Metz, et c'est en fait à Caen, en début de saison, soit la 4e ou 5e journée, Paris gagne 4-0, me semble-t-il, ou 6-0, je ne sais plus. Mais Cavani marque 4 buts en première mi-temps. 4 buts. Et c'est là que ça part pour lui. Mais c'est là que ça part pour lui. C'est la seule saison où Paris n'est pas champion. Lui, il met 35 buts en Ligue 1, il met 49 buts TCC, mais c'est la seule saison où Paris n'est pas champion et où donc le Qatar et compagnie se disent ça ne suffit pas. Il nous faut plus. Et donc, plus c'est Kylian est né, et plus c'est quelque part le début des emmerdes pour Cavani. Voyez. Donc sur les 7 ans, il fait une année pleine incontestable au poste de numéro 9, une seule. Et pour le reste, il se bat tout le temps avec un cœur énorme, avec une volonté, avec un sens du sacrifice qui force l'admiration, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il a été entièrement convaincant, techniquement et sportivement. Geoffroy en parlait, Mousse, sur début d'année 2016, donc, quand Ibrahimovic s'en va, il fait une saison pleine, c'est sa plus grosse saison au PSG, 49 buts en 50 matchs. Donc là, on se dit clairement que le Cavani occupe le poste de buteur du Paris Saint-Germain pour de longues années.
Mais effectivement, comme tu le rappelles, Geoffroy, ça ne suffit pas parce que Paris ne gagne pas de titre, ne va pas plus loin en Ligue des Champions. D'ailleurs, tu parlais. Non, mais il y a la remontada. Enfin, Oui, il fait partie des joueurs qui, même si c'est pas lui le plus mauvais, il est formidable au match aller. Aussi, hein. Ça, c'est clair. Mais il fait partie du naufrage de Barcelone. Voilà. Et tu t'en parlais du match à Stamford Bridge, hein, déjà, vous vous rappelez, en 2014, où Ibra est absent au retour, et Cavani est titularisé en neuf, et il loupe un nombre incalculable d'occasions. Et déjà, là, on émet quelques doutes sur Cavani à faire passer le PSG dans un cap au plus haut niveau. Donc, nous, c'est vrai que, même quand, Geoffroy le rappelle, il y a Mbappé et Neymar qui arrivent, ça commence à se compliquer un peu pour lui, même si on appelle l'attaque du PSG la MCN. Elle est quand même très prolifique, mais il a toujours eu des bâtons dans les roues, Cavani. Le penalty gate, hein, les gars. C'est ça, hein, il y a plein d'événements. Il y en a plein, on pourrait faire sur cette saison, évidemment, il y a toujours des trucs à dire. Moi, j'ai deux images pour illustrer un peu le côté un peu maladroit ou le fait qu'il soit souvent raillé pour son manque de technique ou sa maladresse devant les buts. Mais c'est quelque chose qu'on peut contrecarrer. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'était sous Blanc. Il met un but vraiment digne des plus grands numéro 9. C'était face à Bastia. Il y avait déjà eu le but extraordinaire d'Ibrahimovic, mais lui, il met un but tout en finesse, avec un crochet et une roulette. Il efface le défenseur, Landreau, et il met le but dans un angle quasiment impossible. Donc ça, c'est Cavani qui l'a fait, et pourtant on dit de lui que c'est pas un technicien, etc. Donc il est capable de mettre ce genre de but. Et à contrario, je me rappelle de la première année d'Emery en Ligue des Champions avec un match face à Arsenal, où un peu comme face à Chelsea, il a raté quand même des occasions. Il s'est retrouvé des face-à-face, plusieurs face-à-face avec le gardien, etc. Et il ratait vraiment tout. Et tu as l'impression que souvent, c'est lié un peu à ça. Quand il est dans un bon jour, tu as l'impression que tout lui est réussi. Et puis, quand il commence à rater une frappe, deux frappes, assez facile, il commence un peu à cogiter. Et en général, tout le reste du match, c'est quasiment pareil. Il fait que des loupés ou des choses que personne pourrait rater. Donc voilà Cavani, comment je pourrais le résumer. Il est capable de mettre des buts extraordinaires, comme ce coup franc à Marseille. Et à côté, parfois, devant le but vide, il trouve le moyen de la mettre au-dessus ou à côté. C'est Cavani tout craché. Il n'y avait pas, d'ailleurs, il a raté, je me souviens d'une occasion invraisemblable qu'il rate à Saint-Etienne. Vous vous rappelez? Il en a tellement raté, Geoffroy, qu'il va falloir un peu plus précis. Ou Paris, alors c'est Saint-Etienne, c'est saison 2017-2018, c'est en fin de saison. C'est pas le match du titre, mais quasiment. Et ensuite, il rate, c'est le match où en fait, Paris égalise sur un CSC de Debuchy, me semble-t-il. Ou je crois que c'est ça. Oui, ça y est, ok, d'accord. Oui, voilà. Ils mettent deux buts, je crois qu'ils mettent deux CSC, je crois, à Saint-Etienne. Et il rate une occasion, Cavani, mais c'est l'occasion dont tu parles. C'est tout seul, face au but, le but vite à 1 mètre et il tire à côté. Voilà, c'est effectivement Cavani. C'est tout le paradoxe, Cavani. C'est tout le paradoxe. Et c'est toujours, à mon avis, c'est pour ça que dans la hiérarchie des très grands numéro 9, à Paris, mais surtout à l'étranger, il ne sera pas considéré dans le top 5 à l'égal d'un Lewandowski ou d'un je ne sais pas moi. Bon, je ne parle même pas de Ronaldo et Messi, parce qu'ils sont en plus pas des pierres neuves. Okay. Mais même par rapport à Ibrahimovic, il sera derrière. Mais l'année 2016 où il est seul en pointe, il me semble qu'il est en lice pour le soulier d'or. Hein. Il met un paquet de buts. Pour le soulier d'or, oui. Mais pas pour le ballon d'or. Non, pas pour le ballon. Non, jamais, je pense. Voilà. Il doit être dans les sélections, mais. Voilà. Mais il ne restera pas. Ce que je veux dire, c'est que dans les mémoires, l'image qu'on se fait de lui, dans l'évaluation technique que tu fais d'un joueur, il va lui manquer justement cette efficacité tout-terrain, quelles que soient les circonstances, je pense que par exemple, tu vois, Cavani, le même en ayant un poil plus de précision, aurait pu marquer 10 buts de plus par saison. Voilà. Avec le nombre d'occasions qu'il bénéficie. Exactement. Yacine. Ouais, alors, je reviens sur la déclaration que tu as faite tout à l'heure, que lui a faite plutôt, au tout début, quand il dit c'est vrai que je dois m'adapter et tout. Ouais. Je rappelle que c'est juste avant le match retour de Chelsea, c'est ça le pire. En fait, il demande à jouer avant, il dit qu'il ne joue pas à son poste et tout. Et en fait, finalement, il fait cette déclaration, je crois, 2-3 jours avant Chelsea. Et Zlatan est blessé, donc il va jouer avant-centre et on l'attend presque. Et en fait, il se rate parce qu'il rate 2 énormes occasions, dont une offerte par Pastore. Je ne sais toujours pas comment il a fait. Et en fait, moi, il y a plein de choses qui se mélangent, mais alors il y a son état d'esprit et tout, il n'y a rien à dire sur le côté combattant, sur le côté, une fois que je suis sur le terrain, je donne tout, il n'y a pas de problème. Techniquement, il y a une question de confiance. Et on voit bien, parce que malgré tout, que ce soit même avec l'Uruguay, moi je l'ai vu faire des trucs.
à la Coupe du Monde au début, quand il est super bien en 2018. C'est vrai. Il fait des enchaînements, contrôle poitrine, renversement de volée. Non, mais Avec c'est plein de exceptionnel. Mais en fait, et c'est une question de confiance. C'est-à-dire que quand Et il est bien. il joue pas contre la France en quart. S'il joue contre Voilà, la France en quart, en c'est plus. pas la même histoire. Et rappelez-vous, Voilà. Yacine, du but du 1-2 génialissime, le super 1-2 entre Suarez Bien sûr. et Ouais. Cavani, Ben oui. qui finit avec le but Ben de la oui. tête de Cavani. C'est contre le exceptionnel. Portugal, me semble-t-il, non? C'est pas contre le Je Portugal. ne me rappelle plus. C'est Portugal? Et en fait, Pardon. c'est une question Oh. de confiance. Quand il est bien, quand il est. Voilà. Après, faut pas oublier non plus le nombre, ça résume aussi ce qu'il est, le pourcentage même de buts qu'il met en une touche de balle. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans ses déplacements, il est exceptionnel, mais qu'il ne peut pas faire beaucoup de choses avec un ballon. Et il a marqué beaucoup de buts en une touche de balle. Justement, on le voit, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand il a fait un contrôle, il s'est mis en difficulté. Et souvent, moi, je regardais son jeu à un moment donné. Quand il faisait des contrôles, le ballon, il montait. Le ballon, il n'était pas dans les pieds. Enfin, il y a beaucoup de lacunes. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas- c'est pour ça qu'il est effectivement un peu en infériorité par rapport à Neymar et Mbappé. Et l'illustration, le but qui illustre parfaitement ce que tu dis, et je souscris complètement, c'est le 4e contre le Barça au match aller au Parc il y a 3 ans. Je crois que c'est Meunier qui le lance et il arrive et il frappe d'instinct. Il sait exactement où il doit la mettre au premier poteau. C'est inarrêtable et c'est vraiment pour moi ça Cavani. Il y a aussi le but contre Marseille sur la petite déviation de Pastore qui voit dans son dos Cavani, mais qui ne le regarde jamais. Ouais. Et il prend il fait des petits appels dans son dos. Et ça aussi c'était assez exceptionnel. Et juste pour revenir là-dessus, je voulais juste te dire qu'il y a une différence quand il jouait avec Ibrahimovic et aussi Neymar, parce que l'année où il n'y a personne, en 2016, où il est tout seul, que ce soit Pastore, Di Maria, jouait pour lui. En première. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, il y a aussi le fait que Neymar et Ibrahimovic, quand ils ont joué ensemble avec Cavani, ils monopolisaient aussi le ballon et on se rappelait que Ibrahimovic revenait toucher le ballon, etc. Donc, il y a aussi cette. Ça C'est pour ça renforce la notion de malentendu dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Avec finalement Cavani qui aura été seul dans son rôle bien une seule saison. Je suis tout à fait d'accord. On aura que focalisé les circuits de passe pour terminer les occasions sur Cavani que cette année 2016-2017. Vas-y. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que en fait, cette année-là, il est en confiance parce qu'il n'a pas de concurrence. Parce qu'il sait qu'il est tout seul devant, c'est lui l'avant-centre. Et en fait, il est bien. Donc déjà, il marque beaucoup de buts. Il est plus axial, donc ça aide aussi. Et il y a une autre chose, c'est que le style d'Emery, même s'il a un peu évolué, il se rapprochait un peu plus de ce qui convient à Cavani. Je dirais que Cavani, quand il joue à Naples, quand il joue à Naples avec Lavezzi et Hamzik, c'est ça le jeu de Naples à l'époque. Les trois de devant, ils sont très très mobiles, avec beaucoup de percussions, beaucoup de jeux directs vers l'avant, Lavezzi qui fait les courses, etc. Et en fait, finalement, dans les 3 années de Laurent Blanc, c'est aussi ce qui lui a fait défaut, c'est-à-dire que Paris est une équipe qui maîtrise beaucoup le ballon, et en fait, il ne peut pas faire partie des circuits d'échange parce que techniquement, il ne peut pas donner cette fluidité. Donc, il vient un peu là finir les actions, créer des espaces pour les autres aussi dans ses courses, mais il ne peut pas être réellement impliqué dans... Et on voit bien d'ailleurs, même dans les statistiques, je ne suis pas fan des stats, mais c'est souvent un des joueurs qui touche le moins de ballons finalement. Parce qu'on ne peut pas se servir de lui. On peut se servir de lui pour finir, mais pas pour construire quelque chose. Et en fait, c'est pour ça que l'année d'Emery, il est bien pour tout ça, c'est-à-dire le changement de poste axial et le fait qu'il est tout seul, le fait qu'Emery, c'est son avant-centre. J'ai une question pour toi, Yacine. Tu faisais le parallèle avec le Naples d'Hamsik, Lavezzi, Cavani et la première année d'Emery. Mais on pourrait aussi faire le parallèle avec le Dortmund de Tuchel, où ça jouait à peu près pareil, où ça allait très vite vers l'avant, quand tu avais Aubameyang, etc. Et bizarrement, quand Tuchel arrive, tu as l'impression qu'il n'a pas trop confiance en Cavani, alors que c'est plutôt son style d'attaquant, j'ai l'impression, non? Parce que le problème, c'est que malgré tout, les joueurs qu'a eu Tuchel, mais regarde, même avant, les attaquants de Dortmund, Lewandowski et tout, c'est des joueurs qui savent remiser un ballon, qui savent contrôler un ballon de haut jeu. Il y a une différence. En fait, lui, il est entre guillemets, pour schématiser, que capable de prendre l'espace et de finir très vite. Il ne peut pas jouer en remise, dos au but, etc. Et c'est pour ça qu'on disait la dernière fois, Icardi, pourquoi aujourd'hui il correspond un peu plus à ce qui se passe? Parce qu'il est capable d'échanger dans des petits espaces comme ça. Et Neymar et Mbappé, c'est ce qu'ils aiment aussi. Un peu à la manière du futsal, très vite, tac-tac, 1-2, entre 2-3 joueurs. Il est capable en une touche de remiser, Cavani très peu, tu vois. Donc c'est ce qui lui manque en fait.
Il y a une autre dimension sur Tourelle qu'il faut prendre en considération, même si elle est plus d'ordre de l'analyse. C'est Tourelle va toujours dans le sens du vent. Tourelle, c'est un politique. Il voit les rapports de force au sein de son équipe. Il sait très bien qui est fort, il sait très bien qui est qui. Et que Cavani soit assez isolé dans le vestiaire et dans l'équipe, et techniquement, n'a pas forcément renforcé ses liens avec Tourelle, qui n'a jamais réellement fait savoir effectivement qu'il comptait sur lui, qu'il était un des piliers de l'équipe. Il lui a jamais donné ce statut à part. C'est vrai. Justement, venons-en à cette saison, hein, qui est un peu la fin on va dire le début de la fin pour Cavani au PSG. Seulement 4 petits buts. Hein. Il y a l'arrivée de Mauro Icardi en fin de mercato qui fragilise sa place de titulaire. Combien de matchs il a fait en Ligue 1? 14 matchs, dont 10 comme titulaire, quelque chose comme ça. C'est ça. Alors attends, je peux avoir le détail exactement. Cette saison, il a joué 14 matchs. Exactement. En Ligue 1, c'est ça. En Ligue 1 pour 4 buts et une passe décisive. Et après, je pense, Hugo, tu confirmeras, mais la majorité, c'est en deuxième partie de saison, on est d'accord, hein. Oui, c'est ça. Et donc, pour terminer un peu sur cette saison un peu chaotique pour Cavani, il y a également ses problèmes physiques récalcitrants, donc à sa hanche, qui le font énormément souffrir et qui finit par perdre sa place. Parce que voilà, c'est un joueur on vient de le répéter dans le podcast, qui a toujours tout donné sur le terrain, qui se bat beaucoup, qui fait énormément d'efforts. Mais à son âge, Geoffroy, à 33 ans, cette année, c'est plutôt compliqué. C'est aussi pour ça que c'est peut-être le bon moment de tourner la page avec Cavani. Bien sûr, parce que Léo n'a rien contre lui. Si ma mémoire est bonne, Leonardo, c'est son dernier coup, en fait. C'est ça. Il s'en va, il fait Cavani, il s'en va. Je pense que Leonardo a de l'estime pour Cavani, mais en tant que directeur sportif, il doit tourner la page, penser à la saison prochaine, les 2, 3, 4, 5 prochaines saisons, et peut-être qu'il est l'heure aussi de réétablir, de faire une nouvelle hiérarchie au sein de l'équipe, de repositionner peut-être Kylian Mbappé, en tout cas de faire en sorte que j'ai envie de dire, l'équipe soit conforme à la hiérarchie des talents, de l'âge et des contrats. Et Geoffroy, ça me fait penser à ta déclaration, c'est quand Leonardo vient sur le plateau du CFC et qu'il fait partir Néné, hein, quand il arrive au début du projet, et qu'il dit Néné a fait du Néné, il nous a rendu des services, maintenant il est temps de passer à autre chose. Merci Néné, merci pour tout. Mais merci, au revoir, il avait dit. Merci, au revoir. Voilà, merci, au revoir Cavani. Voilà, c'est ça exactement. Mais oui, c'est ça. Ouais. Et comme tu le disais, nous, on est vraiment des supporters. Donc, au revoir, mais avec tout le respect, avec les remerciements. Voilà, contrairement à. Alors, c'est un joueur qui est décrié surtout cette année, surtout depuis l'arrivée de Neymar. Quand Neymar signe au PSG, les supporters sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi, ont tout de suite voulu les opposer. Alors, en plus, il y a eu le penalty gate. Ça n'a pas arrangé les choses. Mais voilà, moi, je ne comprends pas parfois la réaction de certains supporters qui, limite, lui disent « casse-toi », en gros, qu'auraient même voulu qu'il parte l'hiver dernier, lorsque ça négociait avec l'Atlético. L'ingratitude, monsieur Mousse, l'ingratitude. Je crois que c'est incroyable de critiquer un joueur qui a autant donné au PSG et qui finalement n'a jamais fait d'histoire. On parle un peu des retards, mais bon, dans l'histoire d'un club, ça arrive à tous les clubs et c'est pas ce qu'il y a de plus méchant, mais je veux dire, dans sa relation, que ce soit avec le personnel du club, les supporters, etc., qu'est-ce que tu peux reprocher à ce joueur? Je rappelle que ce joueur, l'amour des supporters, il a été le chercher, lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu droit à l'amour des supporters juste parce que il portait le numéro 10 dans le dos et qui valait plus de 200 millions d'euros, si tu veux. C'est pas un génie, c'est pas un... c'est son sens du sacrifice, exactement. Son opiniâtreté, son côté grégario, son côté homme de l'ombre. Un peu besogneux, laborieux, voilà. Tu vois. C'est ça, c'est son profil homme de l'ombre dans un poste de lumière. Donc, qui quelque part résume, à mon avis, l'ambiguïté autour de Cavani, avec, encore une fois, tout le respect qu'on peut avoir pour son engagement. Et en plus, et je finis, Hugo, rappelez-vous, quand il arrive au PSG, donc il vient de Naples. Avant Naples, il avait fait Palerme, mais bon, c'est vraiment Naples qui l'a mis en lumière. Et il vient en traînant des pieds au PSG. Hein. C'est un joueur qui était adulé à Naples, lui-même adorait sa vie à Naples, et la mentalité aussi napolitaine. Et la deuxième chose pour laquelle aussi il a un peu boudé au début, c'est que lui expliquait que quand on lui a vendu le projet, Laurent Blanc lui avait dit qu'il l'utiliserait, comme vous l'aviez dit, en 4-4-2. Et effectivement, ça n'a pas été le cas. Donc, au début, c'est un peu les griefs qu'il a fait
c'est un peu les reproches qu'il a fait au club, le fait de ne pas tenir leur engagement quant à sa position sur le terrain. Pour rappeler sa saison, voilà, vous en parliez, c'est vrai qu'il y a également l'épisode avec l'Atlético Madrid en janvier où Tourelle l'écarte du groupe pour qu'il règle son transfert. Finalement, ça ne se fait pas, donc il réintègre et il jouera quelques matchs. J'ai une question, Yacine, plus générale à vous poser, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, qui réunit un peu tout ce qu'on dit depuis le début. Qu'est-ce qu'on bavarde alors? Tu vois, Geoffroy, t'avais peur que le temps ne passe pas, mais non, mais tu sais quoi, tu sais très bien que j'avais pas du tout peur. Moi, il faut me couper la langue si tu veux m'arrêter. T'inquiète pas, Geoffroy, c'est pour ça le podcast. On a le temps de parler. Il n'y a pas les contraintes télévisuelles. Yacine, j'ai une question plus générale. On peut se poser la question sur Edinson Cavani. Est-ce qu'il marquera l'histoire du Paris Saint-Germain? Est-ce que dans 30 ans, il sera dans le cœur des supporters? Est-ce qu'il va, tu vois, en gros, quelle place on peut le situer dans les numéros 9 de l'histoire du PSG, quoi? Avec les Georges Weah, Carlos Bianchi, les Ginola, les Rocheteau, même s'il est un peu plus ailier, Paoletta, Ibrahimovic. Où tu le situes, toi, Yacine? Alors, de toute façon, il marque l'histoire, puisque aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de l'histoire, même si les temps ont changé, etc. Il n'y a pas de problème. Il a quand même marqué 200 buts. Il est resté 7 ans. Il va falloir aller les chercher, les 200 buts, parce qu'un joueur qui reste 7 ans dans un club, à notre époque, c'est quand même très compliqué. Vas-y, je t'en donne la main. Il est resté 7 ans. Et malgré tout, quand on marque l'histoire d'un club, il n'y a pas que les chiffres. Il y a la mentalité. Et malgré tout, Cavani, à un moment donné, quand tu vois un joueur sur certains matchs, pour pas dire tous, revenir au niveau de son numéro 6, voire des fois au niveau de son latéral droit pour venir faire un tac, défendre, oui, il a marqué l'histoire. Après, malgré tout, le PSG a eu des très grands joueurs. Et effectivement, si on sort un peu des chiffres, pour moi, il est derrière Weah, il est derrière même Zlatan. Non, mais il est derrière Weah, il est derrière Zlatan, il est derrière Paoletta, parce que Paoletta, il ne faut pas oublier qu'il a marqué un certain nombre de buts dans une équipe très moyenne. Et il est même, et pour moi, il est même derrière Rocheteau, parce que voilà, il profite aussi du fait que Paris surclasse tout le championnat. Quand tu finis avec 25 points d'avance, avec des totaux de buts autour de 90 à 100, heureusement que ton avançante marque quand même 25 à 30 buts tous les ans. Donc, il profite aussi de ça. Mais il marquera l'histoire parce que quand on reste longtemps dans un club, qu'on marque autant de buts, qu'on a participé à de belles choses et qu'on a eu un état d'esprit, un bon état d'esprit, un bon comportement, quoi qu'il arrive, on marque l'histoire. Maintenant, pour moi, en tout cas, il ne fera pas partie du top 3 des meilleurs avançants du PSG. C'est pas possible. Il y a eu des joueurs beaucoup, beaucoup plus forts et talentueux que lui. Geoffroy, toi, tu le situes comment, Cavani, dans les numéros 9 du PSG? Tu vois, il n'y a pas que les chiffres. Alors moi, on va essayer de balayer l'histoire du PSG, qui va donc fêter ses 50 ans, là, dans quelques semaines. Pour moi, le premier joueur important, le premier neuf important du PSG, c'est Carlos Bianchi. Tu vois, Carlos Bianchi, parce que c'est le premier qui a marqué des totaux ahurissants. Rocheteau est venu, il a contribué à faire passer un cap, et puis Rocheteau, il marque ce but d'égalisation en finale de la Coupe de France 82. Voilà. Après, je mettrai Ibra, évidemment, parce que il était sur un plan technique absolument fantastique. Voilà. Et donc, même si c'est injuste, bon, Paoletta, alors je vais vous dire, Paoletta, je vais peut-être me faire, houspiller, mais c'est pas grave. Paoletta, pour moi, il correspond à la mauvaise période du PSG. Voilà. Donc, oui, il a marqué l'histoire du club, mais je ne le mets pas dans mes trois meilleurs. Et quelque part, Paoletta, Cavani, pour moi, c'est un peu la même catégorie. Pas du tout le même type de joueur, pas du tout le même investissement, ni positionnement, ni le même style, mais je ne les mets pas sur mon podium. Voilà. En revanche, c'est évidemment des joueurs super importants pour le PSG. Mais tu vois, Carlos Bianchi, Dominique Rocheteau et Zlatan, pour moi, c'est devant les trucs. Alors, on aurait pu me dire, oui, bien sûr, il y a eu Georges Weah aussi. Ok, voilà, Georges Weah. Bon, mais Georges, il n'est pas resté si longtemps que ça, au fait, au PSG. Non. Il est resté, si ma mémoire est bonne, il est resté quoi, 3 saisons 2 saisons 3 saisons 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, il part au mercato hivernal, il me semble. Non, puisque le dernier match PSG Le Havre, dernier match de la saison, il y a les banderoles et tout. Donc il arrive en 92, il fait 92-95. 95, c'est ça. Il fait 3 ans. 95. Et Georges, il avait des sautes, pareil. Il y a le Georges de la Ligue des Champions la saison. Il y a le Weah de la Coupe d'Europe et le Weah du championnat. La demi-finale. 95 ou 93.
Même en Coupe de 80. l'UEFA, il y a l'UEA de la Coupe d'Europe et l'UEA du championnat. Il était plus fort en Coupe d'Europe que Ouais. en D1, il n'était pas toujours au top de sa motivation. Ouais. Voilà. Bon, bref, après, c'est un choix de riche, hein, ça. évidemment. En revanche, c'est pareil. Si tu me demandes quel est le podium des joueurs qui ont le plus symbolisé. Ah, on a perdu Geoffroy. Ah, une statique. Ouais. Ah, ça a coupé un bon, petit peu, Geoffroy. Ouais, je suis revenu. Allez, c'est bon. Par contre, donc, pour revenir sportivement, techniquement, je ne le mets pas sur le podium. En revanche, si tu me demandes le podium des joueurs emblématiques du PSG, emblématiques, notamment dans l'amour que lui portent les supporters, je crois qu'il est sur le podium. Tu vois. Moi, je le mettrais avec Safet Souzic et je le mettrais avec Mostafa Daleb, voire avec Luis Fernandez. Voilà. Mais il incarne vraiment, par contre, le beau joueur du PSG. Rai aussi, tu peux peut-être, je pense. Rai, voilà. C'est Ouais. cette dimension-là. Mousse, avant qu'on termine, qu'on parle un peu de l'avenir de Cavani, dans quel club il pourrait rejoindre, toi, tu te positionnerais où? Alors moi, Toi, tu penses qu'il marquera ton fils voilà, qui commence à suivre le PSG, Yanis, que j'embrasse. Est-ce que tu penses que dans 30 ans, il marquera les supporters du PSG? On parlera de lui encore. Ça, voilà ma question. Alors, moi, je suis d'une génération où j'ai vraiment commencé à suivre le PSG au début d'Air Canal+, en fait, donc au début des années 90. Si tu prends à partir des années 90, effectivement, ça va être compliqué de trouver un numéro 9 qui se détache. Je crois que dans le top 10, au niveau des stats, on a 3 joueurs des années 80, parce que Bianchi n'est pas dedans, en fait, je crois qu'il doit être 14e. Mais on a Parce qu'il n'est pas resté il est resté 2 ans. Voilà. Mais on a Rocheteau, Daleb et Souzic dans le top 10. Ouais. Donc ça dit quelque chose. J'ai le classement si vous voulez. Hein. Alors personnellement, pour moi, le meilleur numéro 9 de l'histoire du Paris Saint-Germain, je pense qu'on ne fera pas mieux que Zlatan Ibrahimovic. Ah oui, en termes de profil de joueur, en neuf pur, de charisme, de technique, etc., on ne trouvera pas mieux. Mais par contre, dans le cœur et la mémoire des supporters parisiens, je pense que tu me poses la question dans 20, 30, 40 ans, on te citera toujours Edinson Cavani. Parce que c'est, encore une fois, c'est la grinta, c'est le mec qui va faire des efforts, qui va se tuer pendant 90 minutes et plus. Et même s'il y a un côté un peu maladroit, le côté un peu, comme je le disais, laborieux, besogneux, mais il donne tellement à l'équipe. Et sans compter que, encore une fois, je pense que même d'ici 50 ans, quand on fêtera le centenaire du PSG, on parlera encore d'Edinson Cavani. Parce que ce qu'il a fait en termes de relations avec ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'un connaisseur du PSG comme toi, finalement, soit sur la même longueur d'onde. Les gars, on fait du live. Il faut que je réponde au téléphone. M'excusez. Voilà. 2 secondes. Pas de problème. Allô. Oui, je te réponds pas parce que je suis en train de faire un live avec mes amis de Paris United. Je suis sur Skype, tu vois. C'est les conditions, c'est le direct. Nous, on c'est tellement gentil. Bon, c'est c'est ma fille qui me dit que je lui manque. Merci ma chérie. Ça me fait très plaisir. Allez, je te laisse. Bisous mon cœur. Allez, ciao. Là, voilà, c'est du live. Je crois que c'était une pause méritée, voilà, pour l'appel. Merci beaucoup. Oui, et ensuite, je voulais revenir le temps. Sur une phrase que Laurent Blanc avait dite au cours d'une interview, et je pense qu'il résume très bien Cavani aussi. Il avait dit, Cavani, il m'a dit à moi, je ne peux pas rester devant, j'ai besoin de courir, d'aider l'équipe. Voilà, je pense que ça résume en fait le joueur qu'il a été, quoi. Finalement, même s'il a eu des lacunes techniques et tout, il a toujours tout fait pour aider l'équipe. Il ne s'est jamais caché. Il a fait des efforts. Aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de notable, je crois. Et en plus, tu sais, c'est exactement ce qu'il fait en sélection uruguayenne. Hein. Comme l'équipe joue très très bas à la sélection uruguayenne, ils sont vachement solidaires, les mecs, tu vois. Tout le monde, chacun fait des efforts. Et lui, il s'inscrit en fait dans cette mentalité-là qu'on n'a pas forcément toujours vu au sein du Paris Saint-Germain, et ce qui explique parfois sa difficulté relationnelle avec certains joueurs. Ça peut aussi expliquer ça. J'ai le top 10 des meilleurs buteurs du PSG. Alors, on a Edinson Cavani en premier avec 200 buts. Le deuxième, donc, Ibrahimovic avec 150. Paoletta en troisième. Rocheteau en quatrième, je crois. 109.
Le quatrième, on en a parlé, Dominique Rocheteau avec 100 buts. Cinquième, Geoffroy en a parlé, Mustapha Daleb avec 80. Sixième, t'as Rai. Non, sixième, c'est François Mpelé avec 80. Ah oui, Mpelé, c'est vrai. François Mpelé, Ah l'homme oui. qui était longtemps le meilleur buteur du PSG en Coupe de France. Franco-congolais. Ah, ben c'est les années 70, mon vieux, ça. Ouais. Moi, j'ai connu, j'allais au parc à l'époque. Toi aussi, Mousse, j'imagine. Parce qu'on est un peu vieux, nous. Bah après, Dans les années 70, j'y allais pas. T'allais pas au parc des années 70 sur le PSG? Geoffroy. Eh ben moi, j'ai vu jouer les gars, Mustapha Daleb et François Mpelé. Et Geoffroy, Ainsi que Jean-Marc Pilorget et Philippe Redon et des joueurs comme ça. Par contre, Yacine est abonné depuis 82. Alors lui, oui. Geoffroy, l'historien de Paris United et du podcast, c'est Yacine. Hein. Il nous parle toujours des années 80, de Safet Souzi, Rocheteau, etc. Donc c'est notre premier match en 82, Yacine. Historique. Ouais, 82. Ouais. Est-ce que vous avez vu? Écoutez, pour le plaisir, l'autre jour, je me suis refait la finale de 83 contre Nantes, qui est un match franchement le fameux superbe. retournement de situation. Ouais. Voilà, c'est une des plus belles finales de Coupe de France qu'on ait vues, avec deux équipes qui sont au top. Il y a vraiment du lourd. Il y a le but légendaire de José Touré, etc. Avec les chaussettes baissées de Souzic. Hein, de Souzic, absolument. Sans protège tibia. Bien sûr. Et il y a un but. Et des mollets de cyclistes. Ouais, et il faut revoir le but. Alors, c'est pas un numéro 9, mais on parle de joueur emblématique du PSG. Il faut revoir l'égalisation de Souzic. Quel but il met! Quel but! Parce qu'en fait, il est à 30 mètres, il fait un petit râteau pour se dégager. Il part côté gauche, petit crochet de l'autre côté, et là, frappe légèrement de l'extérieur, du droit, à mi-hauteur, inarrêtable. Et après, c'est lui qui donne le troisième, encore une fois, à Toko. Donc ce soir-là, c'était le festival de Safet Souzic. Zlatan pourrait toujours dire que c'était que le PSG n'existait pas à l'époque. Non, Zlatan, c'est pas vrai. Heureusement qu'on a les cassettes, les archives et YouTube surtout, ce qui m'a permis de voir les buts. Sinon, je ne saurais absolument pas de quoi vous parlez. C'est vrai? Bah oui. Kylian Mbappé est 7e du classement. Je continue la liste avec 90 buts. Hein. Déjà 7e, t'imagines? Déjà 7e. 8e avec 85 buts. André Di Maria, 9e avec 80 buts. Et donc, Mousse, tu disais Rai, 10e avec 72 buts. Voilà pour la liste, le top 10 des buteurs, des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. Juste une petite question. Je peux faire juste un petit ajout. Puisqu'on parle de Cavani et de sa place dans l'histoire du club, j'espère qu'il aura, alors ce sera évidemment pas au Parc, mais peut-être au Stade de France, une des finales de Coupe et en Ligue des Champions, qu'il aura le dernier match qu'il mérite. Voilà. On se souvient tous de l'adieu de Rai en pleurs. J'espère qu'il aura ça parce qu'il le mérite. Thiago Silva aussi d'ailleurs, hein. Mais je voudrais que le public du Parc, que le public du Stade de France, donc que des fans du PSG puissent lui rendre hommage lors d'un dernier match. Voilà. Geoffroy, je te rassure, je pense qu'il fera ses adieux au Parc des Princes quand le public sera autorisé à revenir, donc sans doute octobre, septembre, je ne sais pas. Mais même s'il fait ses adieux au Stade de France, je crois que c'est impossible qu'il ne le fasse pas aussi au Parc des Princes, dans son jardin, devant le Mais virage alors, Après, comme un jubilé. oui, en fait, un peu comme à l'image Puisque de Pastore quand il était revenu dire ses adieux. ça, Il avait signé à la Roma, il était revenu une semaine après. Voilà. Il avait fait des véritables adieux, donc je pense qu'on aura le droit quand même aux adieux de Silva et de Cavani. Et de Cavani. Et puis, je rappelle que son dernier match, c'est prévu que ce soit la finale de la Ligue des Champions du Parc. Bah oui, on souhaite aussi. À Lisbonne le 23 mai. On en parlera justement en dernière partie. Très très court, Yacine. Parce que là, on a fait vachement long, les gars, déjà, sur Cavani. Hein. Cavani nous inspire. Hein. Il y a des choses à dire sur Cavani. Il y avait des choses à dire. Bon, on fera un peu moins long sur le mercato, mais on se garde quand même une bonne partie pour la Ligue des Champions, Geoffroy. Sinon, tu vas faire la gueule. Et moi, je te propose, Hugo, qu'on enchaîne directement sur la Ligue des Champions et qu'on finisse sur le mercato. Eh ben, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est bien. Je souscris. On peut bouleverser le conduit, il n'y a pas de souci. Je m'adapte à tout. Donc la troisième partie qui devient la deuxième partie, la Formule Final 8 validée par l'UEFA, donc c'est désormais officiel, la phase finale de la Ligue des Champions 2019-2020 se jouera à Lisbonne sur le format d'une Final 8. Donc la décision a été prise hier par le comité exécutif de l'UEFA, pour vous rappeler en gros les faits avant de vous lancer dessus. Une fois les 4 derniers huitièmes de finale retour joués, donc ils se joueront les 7 et 8 août prochains, donc il reste Juventus-Lyon, Barcelone-Naples, Bayern-Chelsea et Manchester City-Real Madrid. Donc ces matchs-là, ce sera sans délocalisation, hein, dans les stades d'origine, on va dire.
une fois ces matchs joués, les 8 équipes qualifiées au total pour les quarts, en plus avec l'Atalanta, Atlético Madrid, Leipzig et le PSG, donc, se retrouveront à Lisbonne pour un tournoi qui se déroulera entre le 12 et le 23 août dans les 2 stades de la ville. Et alors, je les ai notés, l'Estadio do Sport Lisboa et Benfica et l'Estadio José Alvalade. Quel accent? Ouais, t'as vu, c'est mon accent. T'es portugais fluent, hein. Mon accent portugais. Les quarts, demi-finales et finales donc, se joueront dans des matchs secs à élimination directe pour vous donner le détail du calendrier. Donc les quarts de finale le 12, 13, 14, 15 août, les demi-finales 18, 19 août et la finale qui devait initialement se jouer à Istanbul se jouera donc au stade de Benfica le 23 août. Et donc si Lyon passe les huitièmes de finale, ils rejoindront le PSG et ça sera la première fois que la France sera représentée par 2 équipes à ce stade de l'épreuve depuis 2009-2010. Bordeaux et Lyon. Ça commence à durer. Hein. Ouais. Votre réaction, les gars, par rapport à cette formule concoctée par l'UEFA, je commence avec toi, Yacine, parce que je voulais te lancer. Est-ce que tu penses que c'est la formule adéquate pour que le PSG, t'en parlais un peu, aille loin dans cette édition de Ligue des Champions? En tout cas, c'est la formule adéquate pour finir, parce qu'il n'y a plus assez de temps et tout. Donc, de toute façon, c'était la formule adéquate pour pouvoir aller au bout de la Ligue des Champions cette année. Attention à pas que ça prenne tellement que ça devienne la nouvelle formule. mais oui, c'est. Que entre grosses équipes, on enlève les phases de poule et on met. Non, mais ils n'enlèveront pas les matchs aller-retour qui font le sel de la compétition. Là, c'est vraiment exceptionnel. Même pour les droits télé, ça n'a pas de sens. Mais c'est surtout les droits télé et les recettes billetteries. Les recettes. Non, mais effectivement, oui, parce que Paris va manquer de compétition. Ça fait plus de 3 mois qu'ils vont être à l'arrêt, le temps de reprise, etc. On en a parlé plusieurs fois. On va arriver, ça fera presque 5 mois. Donc, effectivement, sur un match, ça fait que tu as 2 fois moins de matchs à jouer. Donc, en 3 matchs, tu peux gagner la Ligue des Champions. Donc, oui, c'est la meilleure formule pour le PSG cette année. C'est peut-être une formule qui peut nous réussir aussi parce que Paris, ça a toujours été dans l'histoire une équipe de coups et de coupes. Donc, moi, je trouve que c'est une belle formule. Après, pour finir, en tout cas, cette année, je pense que c'est la formule la plus excitante qu'il pouvait y avoir là, aujourd'hui, quoi. Geoffroy, ton avis sur la question? Ça peut pas être pire que d'habitude, déjà. Donc, je trouve que c'est plutôt bien. Bon, c'était un peu caustique, mais on a vécu tellement de désenchantement ces dernières saisons qu'on se dit pourquoi pas. En plus, Neymar a l'air bien. Donc, il a perdu 3 kilos. Voilà, il n'aura pas la possibilité de se blesser en championnat avant. Donc, c'est super. Je vais faire 2 réflexions complémentaires parce que je sais qu'Yacine n'aime pas tellement les stats, mais je vais lui donner des bonnes stats qui vont lui plaire. Rappel historique. Les Français, on aime bien les nouvelles règles. On est là quand ça change. Hier, mon camarade Stéphane Guy rappelait dans le cadre de la Première Ligue, mercredi, avant de prendre l'antenne sur Manchester City Arsenal, que Marseille avait gagné la Ligue des Champions l'année de la première saison de Ligue des Champions, une année avec les phases de poule. Bon. Ah, on a le même saut que tout à l'heure, même saut à l'image. Où le deuxième tour. On t'a perdu 2 secondes, Geoffroy, c'est bon, t'as retrouvé. Ouais. Et Monaco, a été en finale l'année où le deuxième tour de poule avait été remplacé par les 8e de finale. Donc là, peut-être que ce changement de règle va sceller ou confirmer la règle des Français qui aiment bien. Décidément. Ils aiment bien quoi? Ils aiment bien le vin, les Français, ils aiment bien plein de choses. Ah bah voilà, il est revenu. Il est revenu, ça bloque. Qu'est-ce qui se passe? Connexion, Écoute. Donc les Français aiment bien se glisser dans l'histoire quand il y a un bouleversement, quand il y a un changement de règle. Voilà. Ça, c'est jamais 203 là. Alors je vais laisser Geoffroy récupérer sa connexion. Mousse, je vais me tourner vers toi. Geoffroy, le temps que ta connexion revienne un peu, je vais me tourner vers Mousse. Comme ça, je te redonnerai la parole après. Moi, le compromis qui a été trouvé avec ce fameux Final 8, je vois qu'un seul avantage pour le Paris Saint-Germain. Pour le reste, je vois que des inconvénients. Pour moi, l'avantage, c'est de jouer sans public. C'est le seul avantage pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que ces derniers temps, ils ont beaucoup joué avec la pression. Et quand l'effectif parisien joue sous pression, et en plus à domicile, ça devient très très vite compliqué. On se rappelle du dernier match contre Manchester la saison dernière, où ils partent avec un avantage certain.
Et avec la pression, etc., ils finissent par perdre le match. Donc pour moi, le seul avantage, c'est peut-être ça. Ils seront dans leur cocon, dans leur bulle. Il y aura personne pour leur mettre la pression. Par contre, le gros inconvénient, évidemment, c'est le fait de ne pas avoir repris le championnat. Donc, ils auront très, très peu de matchs dans les jambes. Peut-être 1 ou 2 matchs amicaux en juillet, plus la finale du 24 et du 31 juillet. Tout à l'heure, Geoffroy disait qu'il n'y aurait pas de risque de blessure parce qu'on ne reprendrait pas la Ligue 1, mais il y a quand même un risque de blessure lors des 2 finales. Et je suppose que surtout face à Lyon, qui va jouer le coup à fond pour espérer une qualification en Ligue Europa. Donc voilà, moi, il y a un tout petit avantage, voilà, pas de public, donc pas de pression. Pour le reste, les autres seront vachement plus armés que nous. Yacine, ouais, tu lèves la C'est juste pour le public. Attention, le public, c'est aujourd'hui, pour l'instant, à huis clos. Mais il y aura une décision qui sera prise courant juillet en fonction de l'évolution de l'épidémie en Europe, etc. Et crois-moi que l'UEFA, s'ils peuvent amener un peu de public, Yacine, ce dont moi je parle, c'est qu'il n'y aura pas de pression si ça avait été comme d'habitude, un match aller-retour. C'est de ça que je te parle, avec tes ultras, ton public, qui est des locaux, des autochtones, des Portugais qui viennent voir le match. Ça n'ajoutera pas de pression aux joueurs du Paris Saint-Germain. Ce dont je te parle, moi, c'est les ultras, le parc, etc. Ouais, d'accord. Je crois, il y a aussi, l'UEFA a précisé aussi en même temps que les clubs ne pourront pas enregistrer de joueurs qui viennent d'arriver au club, des futurs transferts. Ils pourront inscrire des joueurs qui n'étaient pas inscrits dans la liste précédente. Mais par contre, pour les nouveaux transferts, donc le Paris Saint-Germain qui sort. C'est pas possible. Non, mais on a vu que il y avait une sorte d'amendement qui était en préparation au niveau de l'État français suite aux recommandations de la FIFA qui permettent d'étendre les joueurs qui étaient en fin de contrat, donc le contrat des joueurs qui étaient en fin de contrat là, au 30 juin, jusqu'à la fin des compétitions de la saison en cours. Donc en fait, c'est 2 mois à faire en plus. Voilà. Pour revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, et je vais aller dans le sens de Mousse, sur pourquoi est-ce que c'est une bonne chose pour le PSG, ces matchs sur terrain neutre et sur un seul match. Quand vous regardez donc ce qu'a fait le PSG en Ligue des Champions depuis l'arrivée des Qataris, combien de fois c'est arrivé que Paris fasse un match retour meilleur que le match aller? Combien de fois c'est arrivé que Paris ait un meilleur résultat au retour qu'à l'aller? Eh bien, très peu. Chelsea, je crois, le très 2-2, peu. non? Ouais, un. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Et le deuxième, c'est Dortmund. Ouais, c'est vrai. Voilà. Puisque Paris avait fait 1 partout à Barcelone après avoir fait 2 partout au match aller, mais comme le match aller c'était à domicile, Paris avait quand même été éliminé. Donc en gros, c'est arrivé 2 fois. Ouais. Donc c'est dire si Paris, rappelez-vous, le 4-0 du Barça, c'est le match aller. Le 3-1 contre Chelsea, c'est le match aller. Le 2-1 à Valence, le premier match à élimination directe, c'est le match aller. Voilà. Et je vais même dire un truc. Tiens, Manchester l'année dernière, et il y a 2 ans, à Madrid, le match aller au Bernabéu, qui est une défaite, mais dans la manière, c'est bien meilleur que le match retour au parc, où le club se défait complètement. Donc, ces matchs secs, façon Coupe de France, façon Coupe de la Ligue, où Paris a très longtemps été invincible, intouchable, je dis, pour moi, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au PSG. Il y a eu d'autres décisions qui ont été prises lors de la réunion d'hier, donc du comité exécutif de l'UEFA. Alors, les tirages au sort des quarts de finale et des demi-finales de ce fameux Final 8 auront lieu le 10 juillet à Nyon. La Super Coupe d'Europe se jouera le 24 septembre à Budapest. La prochaine édition de Ligue des Champions en 2020-2021 sera lancée le 20 octobre. Et pour les dates de mercato, c'est ce qui est intéressant, c'est ce dont je voulais parler avec vous. On en sait un peu plus parce que l'instance européenne a fixé au 6 octobre la date limite d'inscription de joueurs pour la phase de groupe, donc pour la prochaine édition. Ce qui veut dire donc que toutes les ligues européennes de football doivent clôturer leur mercato le lundi 5 octobre à minuit, quoi. Donc, oui, Geoffroy, tu veux réagir dessus? Je veux réagir sur cette histoire justement de Ligue des Champions, la prochaine qui commencera le 20 octobre. Vous imaginez la saison prochaine, l'embouteillage des compétitions qu'il va y avoir. Je suis convaincu, parce que j'ai regardé hier le premier match de retour de la Première Ligue entre Sheffield United et Aston Villa, puis celui entre Arsenal et Manchester City. Vous avez vu Arsenal, les blessés, tout de suite là? Ouais. Il va y avoir de la casse, c'est obligé. Et on sera peut-être très content en Ligue 1 et en France
d'avoir permis une longue plage de repos aux joueurs, parce que l'année prochaine, entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa qui seront sur un timing resserré, les compétitions de sélection, les qualifications de l'Euro, les barrages de l'Euro, les qualifications de la Ligue des Nations, si elle a lieu, les barrages de l'Euro, le début des qualifications de la Coupe du Monde, tout ça compressé par l'Euro au mois de juin, ça va être injouable. T'oublies aussi la CAN qui va peut-être concerner Idrissa Gueye. Bien sûr, la CAN, la Copa América, etc. Exactement. Donc je pense que au bout du compte, ça sera un mal pour un bien d'avoir permis une fois dans leur carrière, je dis bien une fois dans leur carrière, aux joueurs d'avoir une si longue coupure. Par contre, Geoffroy, à condition que la préparation soit complètement adéquate. Bien sûr. Parce que là, il va falloir. Évidemment, il ne faut pas 3 semaines de réutilisation. Il va falloir 6 à 8 semaines. Mais ça, on est bien d'accord. Parce que le problème, c'est que tu vas enchaîner la fin de la Ligue des Champions avec le début du championnat. Je ne pense pas qu'il y aura de coupure entre la fin de la Ligue des Champions et le début du nouveau championnat. Non, il n'y aura pas de coupure, puisque d'ailleurs, même la première journée du championnat de Ligue 1 est prévue le jour de la finale de la Ligue des Champions. Ouais. Et oui. Donc, ça veut dire que si Paris ou Lyon sont en finale, leur première journée sera décalée. Sera décalée. Moi, je t'annonce qu'on a déjà un match décalé, parce qu'on sera en finale. Voilà, très bien. Je te fais entière confiance dans ton pronostic. Je souscris. Donc, en gros, ça veut dire que nos joueurs de Ligue 1 auront eu 2 mois nécessaires de préparation. Okay, et là, ils pourront reprendre vers le 10 août. Au taquet, en ayant en plus, pour Paris, eu ces 2 finales de coupe comme galop d'essai. Moi, je trouve que c'est très bien pour eux. Voilà. Fin juillet, début août. Ouais, Yacine, tu voulais intervenir. Ouais, en fait, parce que le problème de cette préparation, c'est que déjà, sur la base parce que quand on fait la préparation, on se base sur la reprise jusqu'au premier match officiel. Ouais. Le premier match officiel, il vient d'être avancé d'1 semaine. La date de reprise, elle ne peut pas bouger. Paris avait décidé que c'était le 22 juin. Donc déjà, ils perdent 1 semaine de préparation. Ils vont enchaîner avec un deuxième match officiel et la Ligue des Champions. Au départ, quand le championnat était arrêté, même si Noël Le Graët, au départ, avait fait des pieds et des mains pour dire qu'il fallait maintenir les finales, on n'avait pas de date et on n'avait même pas d'idée que les finales seraient maintenues, puisque je rappelle quand même que l'État a décidé que la saison 2019-2020 était terminée, mais pas les 2 finales, qui font partie de la saison 2019-2020. Donc déjà, voilà. Et donc, en fait, la saison de Ligue 1, hein. Des championnats, mais c'était des championnats. Ils ont arrêté tous les championnats, etc. Ce que je veux dire, c'est que bon, et il n'y a pas de barrage. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Mais et en fait, cette semaine de moins, elle va compter parce que au lieu d'avoir un match amical où tu peux faire tourner ton effectif, tu vas te retrouver avec un match officiel. Et tu vas avoir une semaine de moins de préparation qui t'amène déjà un programme plus court. Et Paris va enchaîner avec la Ligue des Champions, et avec des matchs tous les 3 jours, et s'ils vont au bout, et avec le championnat tout de suite. Donc, n'oublie pas, et le trophée des champions, pour l'instant, c'est pas ce qu'il devient. Ouais. Parce que dans le contrat avec le nouveau diffuseur, dont je ne citerai pas le nom, leur premier match, c'était le trophée des champions. Donc ça, il va falloir trouver une date à celui-ci. Ou alors décider qu'on le supprime. C'est possible aussi, hein, mais il est mal barré. C'est pour ça, d'ailleurs, quand même, que le règlement de la FIFA permettant 5 remplacements par joueur, 5 remplacements par équipe et par match, va être quand même très utile. Ouais. Un dernier détail qui a son importance, c'est que là, en fait, ce qu'on va attaquer au niveau de la Ligue des Champions, d'habitude, au mois d'août, tu attaques une nouvelle compétition. Là, tu es censé terminer. Ça veut dire que normalement, quand tu démarres une compétition, tu montes crescendo. Là, tu n'as pas le temps de monter crescendo. Il faut que tu mettes une intensité directement pendant 90 minutes. Évidemment, il peut y avoir aussi des risques de grosses blessures. Donc voilà, il faudra vraiment, c'est pour ça que j'insistais sur la préparation, en espérant que Thomas Tuchel ait pris tous ces paramètres en compte. Ça va être très très important la préparation pour terminer cette Ligue des Champions et pouvoir aborder de manière sereine non seulement la nouvelle saison de Ligue 1, mais aussi la nouvelle saison de Ligue des Champions. Ce qu'on souhaite, c'est que Paris aille le plus loin possible. Je me dis que si jamais, donc on balaye le trophée des champions, qui de toute façon, à mon sens, est encore une fois mal barré. Si tout va bien, Paris a 5 matchs à jouer en 5 week-ends. C'est ça, à peu près. Ouais. Finale Coupe de France, finale Coupe de la Ligue, quart de finale Ligue des Champions, demi-finale Ligue des Champions, finale Ligue des Champions entre le 24 juillet et le 23 août. Je pense que c'est tout à fait faisable.
Ouais, bah, on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast. Vous en parlez, donc le PSG qui devra disputer donc, les 2 finales de Coupe nationale et la Ligue des Champions. Mais avec quel joueur? Puisqu'on va parler maintenant, on va terminer le podcast avec du mercato. Oh, je vous laisse, les gars, c'est votre spécialité, ça. Oui, Geoffroy, ce que j'allais dire, hein, je sais que tu as des occupations, donc si tu veux y aller, à aucun Non, problème. mais je On reste fait. avec vous jusqu'au bout. Je veux dire, je vais vous écouter surtout. Ah, c'est gentil, mais voilà, il y a pas de problème, sache-le. Il nous reste allez, 10 minutes pour terminer le podcast. Donc, on va revenir sur le papier que tu as fait, Yacine, hein, pour Paris United, pour détailler les pistes donc, envisagées pour la défense. Parce que, je le rappelle, fin de contrat de Thiago Silva, de Thomas Meunier, de Layvin Kurzawa, de Tanguy Kouassi, donc qui va partir sûrement au Bayern Munich. Il va bien falloir la renouveler, cette défense, et quand même racheter 1 ou 2 joueurs. Quelle est la meilleure option pour remplacer Thiago Silva? Alors, Yacine, je vais te laisser expliquer ton papier, mais il y a plusieurs pistes. Il y a Milan Skriniar de l'Inter, auquel Leonardo s'est déjà renseigné plusieurs fois dessus. Il y a également le nom là, qui ressort de Nikola Milenkovic, ce défenseur serbe de 22 ans qui appartient à Fiorentina, qui est très courtisé par des grands clubs, notamment le FC Barcelone. Il y a également David Alaba qui revient dans les petits papiers de Leonardo. Il ne lui reste plus qu'1 an de contrat. Le Bayern ne veut pas forcément le vendre, mais soit il le prolonge, et soit il part cet été pour toucher quelque chose. C'est un défenseur quand même maintenant qui vaut 50 millions d'euros, qui a la polyvalence, qui a l'expérience. Mais on parle également ces derniers jours, ces dernières heures, de Lucas Hernandez, donc le plus gros transfert du Bayern, qui a coûté 80 millions d'euros, l'ancien défenseur de l'Atlético Madrid et international français. Donc selon les dernières indiscrétions d'RMC, Mousse, tu vas me confirmer si on a les mêmes infos à Paris United, des négociations ont été ouvertes entre le PSG et le Bayern au sujet du joueur de 24 ans. Et en parallèle, la direction parisienne travaille avec les représentants du champion du monde français en vue d'un transfert pour faire un deal avec, en gros, vous prenez Kouassi, donc vous diminuez l'indemnité de transfert et on essaie de trouver un arrangement, même si on sait que le PSG quand même a tiqué sur Kouassi, que le Bayern ne prenne comme ça. Kouassi, il part libre, il n'y a aucun arrangement à faire. Kouassi, il est libre. Non, mais dans le sens où vous prenez Tanguy Kouassi, donc on s'arrange sur le cas Hernandez. En tout cas, c'est ce qu'il y avait dans le papier d'RMC. Oui, mais en gros, pour moi, c'est pas logique parce que quand un joueur est libre, tu peux absolument mettre aucune condition. Enfin, il part libre, il signe où il veut, en fait, Kouassi. Le PSG ne facilite rien dans cette affaire, en fait. Non, bien sûr. Donc, ils ne peuvent pas venir et dire oui, on vous laisse Kouassi. Non, ils le prennent parce qu'ils ont réussi à le convaincre et c'est tout. Pour le cas Hernandez, je pense qu'il y a une opportunité parce qu'il s'est blessé, il a perdu sa place au Bayern. C'est un jeune joueur, il est champion du monde. Il l'a jamais eu. Ouais, il a été tellement blessé que. Il n'a pas perdu sa place. En fait, il n'a jamais eu sa place. Oui, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'ils l'ont acheté 80 millions pour en faire un titulaire. Mais il n'a pas eu l'occasion de prouver qu'il pouvait. Voilà. Lui, d'après ce que j'ai lu, lui aussi aurait du mal à s'adapter au club et aussi au championnat, d'après ce que j'ai compris. Donc, en fait, moi, ce que j'ai, c'est que Leonardo aimerait faire un petit peu un coup à la Icardi, c'est-à-dire convaincre le Bayern de baisser le prix pour qu'il puisse récupérer quand même une petite somme, même si je ne crois pas qu'on puisse faire un deal à 50 millions alors qu'ils l'ont acheté 80. Je ne vois pas le Bayern perdre 30 millions d'euros. Alors, les options qu'il y a, c'est soit un prêt avec option d'achat obligatoire, avec un prix fixé par le Bayern, donc ça sera calculé sur l'exercice prochain, on va dire, ou bien négocier dans le pack avec un joueur du PSG, et là, en l'occurrence, il s'agirait de Julian Draxler, mais là aussi, j'imagine mal Flick et les dirigeants de... Flick ou Frick Flick. Je vois mal Flick. Le Flick, c'est chic. Et voilà. Je vois mal les dirigeants et Flick vouloir ou être intéressés par Julian Draxler. Et voilà, il n'y a pas beaucoup d'options. Ça coûte quand même très cher. C'est un jeune joueur. Je ne vois pas comment l'opération pourrait se faire. Pour moi, la meilleure option, ça serait vraiment le prêt, comme pour Icardi. Obtenir un prêt avec option d'achat, surtout si le Bayern Munich valide l'arrivée de Kouassi, donc Kouassi pourra remplacer numériquement Lucas, j'allais dire Théo, non, c'est Lucas. Voilà. Yacine, alors est-ce que tu peux nous détailler maintenant les pistes, et notamment aussi Nikola Milenkovic, donc détailler le profil du défenseur qui est ciblé par Leonardo. Encore une fois, une piste très sérieuse. Dans tous les noms qu'on a sortis, il y a un point commun qui revient, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que la plupart sont capables de jouer et latéral et en défense centrale, mais avec le même niveau. C'est pas un latéral qui peut dépanner, c'est vraiment, ils sont très bons en défense centrale et ils sont très bons comme latéral. Milenkovic, c'est le joueur qui monte, il est très jeune, il a 22 ans, il est très grand, il fait 1m95, mais c'est un joueur qui est rapide, qui est vif, qui défend très bien, qui a progressé offensivement, qui commence à marquer des buts de la tête.
C'est un joueur qui était au départ venu à la Fiorentina. Bon, je rappelle qu'il avait été acheté 5 millions. Qui était venu à la Fiorentina pour s'installer tranquillement. Mais finalement, il s'est imposé très vite. Et aujourd'hui, il est suivi, on l'a dit, par le FC Barcelone. Son prix est estimé autour de 35. Mais vu les courtisans, ça va Il y a vite vraiment monter. eu des contacts avec Abidal déjà? Ouais. Ah ouais, cet hiver, le Barça, cet hiver, ils étaient vraiment chauds pour le prendre. Ouais, enfin bon, Parce qu'en plus, il est polyvalent. le Barça, ils sont comme tous les grands clubs. Il y a une logique financière là. Et plus personne maintenant, Voilà. à part, allez, 2 ou 3 clubs, comme le Bayern, et encore, je ne suis même pas sûr, n'est capable de verser les sommes qui étaient prévues avant la pandémie de Covid. Donc, les cartes, elles peuvent être un peu rebattues par rapport à ça. Voilà. Et justement, par rapport à ce que disait Mousse tout à l'heure, il y a beaucoup de clubs, alors même si on sait que les clubs, ils ne sont pas là pour se faire des cadeaux, hein, mais il y a beaucoup de clubs qui sont en train de réfléchir justement à cette entente, entre guillemets, de dire, OK, on fait des transferts payables l'année prochaine. Par contre, si c'est payable l'année prochaine, ce que tu peux négocier aujourd'hui à 30, par exemple, avec la crise, on va te le faire à 50, mais l'année prochaine. Donc, ce sera des prêts avec option d'achat obligatoire, etc. Parce que mine de rien, tous les clubs, hein, le Barça, non, c'est la Juve, je crois, qui est en train de perdre un peu plus de 145 millions. Le PSG 200, enfin, tous les clubs, ça va être énorme. Après, donc, il faut aussi, à un moment donné. Yacine, juste la difficulté concernant le Hernandez et le Bayern, c'est les mauvaises relations qu'entretiennent le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain via leurs dirigeants respectifs, même si les griefs étaient plus portés sur Antero Henrique que Leonardo qui vient d'arriver. Ouais. Mais je ne sais pas si le Bayern Munich, même avec Leonardo, veut arranger le club. C'était depuis Jérôme Boateng, on est bien d'accord, hein, que les relations sont tendues autour de son transfert. Ouais, dites les amis, le titulaire à gauche au PSG cette saison, c'était Bernat. C'est ça. Ouais. Il est prévu qu'il le reste. Et normalement, qui devrait même prolonger, on l'avait sorti il y a quelques semaines. Ouais. Voilà. Donc, si tu fais venir quelqu'un, tu parlais tout à l'heure à juste titre, Yacine, de la polyvalence, des gens dont on a cité le nom, c'est ce serait une doublure à Bernat. Voilà. Mais moi, je pense qu'en fait, le truc, aujourd'hui, j'ai l'impression que Leonardo, vu que le marché va être compliqué, il est en train de travailler, par exemple, sur le fait qu'à gauche, on va avoir 3 joueurs, par exemple, Hernandez, Kimpembe, Diallo, Bernat, je ne parle pas de Diallo pour l'instant. Et en fait, 3 joueurs capables, Alaba et Alaba, décidément. Mais parce qu'il y a Alaba aussi qui est gaucher, donc c'est pour ça que c'est revenu dans ma tête. En fait, trouver ce joueur qui peut remplacer Kimpembe à un haut niveau, dont on est sûr de ce qu'il est capable de donner, et en même temps, d'être aussi une doublure à Bernat avec le même niveau de performance. Et du coup, tu aurais 3 joueurs en fait pour les deux. Et même Yacine, tu peux même anticiper un futur départ de Kimpembe, par exemple, la saison prochaine. Et laisser par exemple Hernandez. Voilà, exactement. Dans cette histoire-là, en fait, on cite beaucoup de joueurs qui sont donc polyvalents, gauche, donc couloir gauche, axe gauche. Mais à droite, il y a qui là? Parce Milenkovic, justement, il est polyvalent, axe droit, couloir droit. On est d'accord. Ouais, et il a beaucoup joué justement l'année dernière, un peu moins cette année, mais l'année dernière, il a beaucoup joué latéral droit. Et ça a été une vraie révélation pour lui parce qu'il n'avait jamais joué à ce poste. Et il a été très performant. D'ailleurs, l'entraîneur de la Fiorentina avait hésité à le laisser à ce poste. Après, il est revenu dans l'axe parce qu'il y a eu du changement et il s'est encore imposé. Mais c'est un très, très bon défenseur droit. Pas par défaut. Il est capable réellement de jouer à ce poste. Et mais si Meunier va partir, on est d'accord, son contrat ne sera pas prolongé. Donc Milenkovic, tu le fais venir. C'est qui l'alternative à Milenkovic? Kehrer. Il te reste Kehrer et Dagba. Je n'ai absolument jamais cru en Kehrer comme couloir droit. Je trouve qu'il est totalement insuffisant. C'est pas son poste, voilà, clairement. Il n'y a pas que couloir droit d'ailleurs. Voilà. Je pense que ce que veut dire Geoffroy, c'est qu'il est peut-être meilleur défenseur central qu'arrière droit. Ouais. Et c'est vrai que je ne serais pas surpris qu'un jour Colin Dagba ait une énorme offre en provenance de l'étranger, en tout cas une belle offre, puisque de toute façon tous les jeunes joueurs du PSG qui ont été formés au PSG, qui sont en train de Bon. On a les petits sauts c'est les sauts de Geoffroy. Il y en a un peu partout disséminés dans le podcast. À vous de les retrouver. Oh, on t'a perdu quelques secondes sur Dagba. Tu disais que le PSG, en gros. Est-ce que je suis revenu? Oui, tu es revenu. Tu disais en gros que le PSG pourrait vendre tous les jeunes, quoi, et même Dagba. Non, mais le PSG a vendu tous ces jeunes sauf Kimpembe. Je ne serais pas surpris qu'un jour Dagba parte pour les mêmes raisons. Ouais. Et si Dagba a une très belle offre qui vient de Première Ligue, par exemple, pour l'année prochaine, je ne suis même pas sûr qu'il reste. Mais pour finir,
Moi, on parle beaucoup de joueurs du Bayern. On parle d'Alaba, on parle de comment s'appelle-t-il, de Lucas Hernandez, etc. On a parlé tout à l'heure de Boateng. Il y a même eu des rumeurs sur Kimmich, mais j'y crois pas beaucoup. Non, mais s'il y a un joueur, moi, que j'irais chercher, c'est Kimmich, si je peux. Parce que Kimmich, il est très polyvalent. Milieu de terrain et latéral droit. Et c'est un joueur extraordinaire. C'est-à-dire que là, tu as une vraie plus-value. Voilà. Et ça coûte très, très... C'est pas la question d'y croire ou pas. C'est la question de si ça pouvait se faire. C'est ça qu'on dirait faire. C'est un profil qui pourrait s'inscrire dans bien sûr. Parisien. Bien sûr. À la barre, on l'a dit, il reste 1 an de contrat. Et en fait, pour l'instant, le Bayern n'arrive pas à le prolonger. Donc, ils sont plus dans l'optique de dire, puisqu'on ne peut pas le prolonger, il vaut mieux le vendre maintenant. En sachant qu'à la barre, il y a quand même un club qui risque de très vite faire le forcing. Parce qu'il a un coach qui le connaît, etc. C'est Manchester City, correspond parfaitement à ce qu'aime Guardiola, de la polyvalence des joueurs, de ce qu'il est, etc. On verra ce que le TAS décide d'abord. Aussi. À la bas, il n'ira pas à Manchester City s'ils sont interdits de Coupe d'Europe pendant 2 ans. Bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, voilà, les décisions ne sont pas actées. Et donc, il y a le cas Boateng, parce que Boateng, c'est pareil, il lui reste qu'1 an de contrat, il a 32 ans. Lui, il ne prolongera pas. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui va partir autour de 10 millions d'euros. Ça peut être le joueur qui vient prendre un peu la place de Silva. Boateng aurait dû rejoindre le PSG à l'été 2018 quand Thomas Tuchel arrive. Donc il aurait dû rejoindre à ce moment-là. Mais vous qui êtes des pros du mercato, les gars, on parle plus de Koulibaly en ce moment? Non. Écoute, je vais te dire, Geoffroy, on a été quasiment les seuls à Paris United, et tu peux regarder sur notre site et regarder tout ce qui s'est dit sur Koulibaly. On a été les seuls à calmer les choses avec les supporters parisiens en disant Koulibaly, ça va être très compliqué. Nous, vraiment, sur Koulibaly, Naples, vraiment, j'avais les infos. C'est très dur. Et même à convaincre le joueur d'évoluer en Ligue 1. Rien que ça, c'est difficile. Il n'a pas envie de jouer en Ligue 1. Et le président De Laurentiis n'est pas en difficulté financière malgré le Covid. Il est en position de force. Il n'est pas à la gorge au point de pouvoir s'en débarrasser dès cet été. Mais l'année prochaine, surtout au rabais. Non, il ne jouera pas avec Strasbourg. Je ne dis pas que Koulibaly ne partira pas de Naples, mais je dis qu'il ne viendra pas au PSG, ça, j'en ai la certitude. Par contre, pour Manchester United, pour le Real Madrid, ce genre de club, oui, la porte est ouverte, je pense. Je voulais juste terminer, Hugo, vite fait, par rapport à tous les messages qu'on reçoit aussi sur les réseaux ou sur YouTube et tout. Parce que la semaine dernière, j'ai dit qu'il y avait 2 gauchers, on ne pouvait pas jouer avec 2 gauchers dans l'axe. Il y a 2-3 messages, on m'a dit « Ouais, mais pourquoi tu dis ça ?» Alors en fait, c'est pas qu'on ne peut pas jouer avec 2 gauchers dans l'axe, puisque Paris l'a déjà fait dans son histoire. Les coachs n'aiment pas ça. Mais les coachs n'aiment pas ça, parce que les gauchers ont une posture, des attitudes qui font que le fait de jouer ensemble, c'est compliqué. L'orientation du corps au moment où tu reçois la balle. Déjà, et donc, demandez à Didier Deschamps s'il aime bien jouer avec 2 gauchers. Mais je te le dis. Et donc, les coachs en général n'aiment pas ça. Donc, c'est pas de dire que c'est pas possible. Tout est possible dans le football. Mais à choisir, par exemple, entre 2 droitiers ou 2 gauchers, vous êtes sûr que les coachs, ils mettront 2 droitiers sans problème. 2 gauchers, c'est très, 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 très rare. Il faut vraiment presque pas avoir le choix, quoi. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur ces pistes parce que le mercato, le mercato franco-français a ouvert ses portes, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit les pistes envisagées pour le PSG. On s'exporte plus vers d'autres pays européens. On va faire le premier transfert franco-français, Geoffroy Garretier de Canal+ à Paris United. Voilà, on va se lancer les premiers, tu vois. Mais comment tu payes? Oui, moi, je paye en tagine et en couscous. Voilà. J'ai un salaire énorme, je le dis. Tu vois, on parlait du salaire d'Olivier Talaron à Canal à 4 millions par an. Il disait, Geoffroy, à mon avis, ça doit être 5. Non, parce que moi, malheureusement, je suis beaucoup plus vieux que tout le monde. Donc, ma durabilité dans le business, elle est forcément un peu moindre. La prime d'ancienneté, elle va... Mais j'adore Canal+. Vous savez très bien que je suis attaché à... C'est ma chaîne, j'adore Canal. C'est une belle maison. C'est une belle maison. Et on a une très belle émission qui s'appelle le Late Football Club et dont nous attendons avec impatience le retour au mois d'août. Et oui, j'ai la chance de travailler dessus avec toi, Geoffroy. Et... Voilà. Tu confirmes que c'est une super émission. Et je belle émission. À Jérôme Martin, le rédacteur en chef, qui est excellent. Voilà. Vous confirmez que c'est la meilleure émission de deuxième partie de soirée dans le foot aujourd'hui. Il n'y a pas à tortiller. Les autres, c'est l'aspartame. C'est les édulcorants. Je me rappelle parce que quand on avait fait l'interview avec Geoffroy, les premiers mots, il m'avait dit exactement la même chose. Et ça m'avait fait sourire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les autres. D'ailleurs, Geoffroy, je passe un petit message personnel. Tu as le bonjour de mon petit frère Youssef qui m'a dit que vous parliez souvent
Et puis, C'est mon petit frère, là. on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si tu as dit, pas très loin de chez moi, sur les bords de Seine. Il promenait son fils. Tu vois. Exactement. Et moi, mon chien. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc, il m'a dit, tu lui passeras, mais tu lui transmettras mes amitiés. Tu lui rendras mon bonjour. Ça marche. Bonjour. Sur ces belles paroles. Bon, les gars, ça fait un bout de temps qu'on parle là. Il faut qu'on arrête. Il est 19h30. C'est le podcast le plus long de tous les temps. Écoute, on arrête là, ça y est. On a été complet au moins. Geoffroy, je voulais te remercier d'avoir été avec nous donc pendant cette heure et demie, 7h15, 7h30 de podcast. C'était un réel plaisir de t'avoir. Merci les gars, c'était un plaisir de partager. De Cavani, du PSG et de Mercato. Donc c'était un réel plaisir. Merci à toi d'être venu. Je voulais remercier également Yacine et Mousse d'avoir été avec moi sur ce podcast. Merci. Je voulais savoir si la semaine prochaine on fait un retour sur les 13 matchs historiques de Kouachi ou pas. Non, on fera les plus beaux matchs de Thomas Meunier. Voilà, c'est Il y en a un. Bon, merci à tous. Mais il était beau, il était très beau. Est-ce qu'en 13 matchs, on marque l'histoire d'un club? Non, jamais. On n'a pas joué 301 matchs comme Cavani. Tout le monde. Ciao les gars. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Salut.